Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon sujet de recherche qui a pour faire appel à la collaboration interorganisationnelle dans le démarrage des systèmes industriels. Et je vais vous présenter l'étude de lecture sur laquelle j'ai travaillé, les projets de biométhanisation au Québec. Beaucoup d'entre vous ont parlé de collaboration aujourd'hui, puis c'est un peu ce qui a démarré mon intérêt puis ma recherche. En fait, je me suis demandé de quoi il est question lorsqu'on parle de collaboration, surtout dans le cas des projets de synergie industrielle. Et ce que la littérature nous dit sur le sujet, c'est que la collaboration, c'est un facteur essentiel pour ces synergies, mais ça ne nous décrit pas vraiment c'est quoi ces composantes, comment ça fonctionne. Donc, je me suis dit, hey, on va essayer de comprendre ça ensemble. Pourquoi j'ai choisi les projets de biométhanisation agricole, c'est qu'en ce moment, il y a vraiment un engouement au Québec pour ces projets-là. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, souvent, ça va être des projets où est-ce qu'on va avoir du fumier irrégulier. Ils vont émettre quand même beaucoup de méthane. Le but, c'est d'amener ça dans un méthaniseur où est-ce qu'on va venir capter tout ce méthane-là pour faire de l'énergie. Il va quand même avoir à la fin la matière qui va pouvoir être retournée aux producteurs agricoles. Donc, ça va amener plusieurs avantages pour eux par la suite. Alors, ces projets-là, ils ont vraiment plusieurs avantages. Mais lorsqu'on se concentre un peu sur qu'est-ce qui se passe, la filière rencontre vraiment plusieurs enjeux, surtout liés à la collaboration plus difficile, parce qu'il y a énormément de parties prenantes qui sont impliquées dans ces projets-là. Et ces enjeux-là vont être rencontrés, ils ont été nommés, en fait, qui sont rencontrés surtout dans la phase de démarrage de ces projets-là. La question à laquelle je souhaite répondre dans ma recherche, c'est vraiment, c'est quoi les composantes de ce processus de collaboration et interorganisationnel et comment ça se déploie dans le démarrage des synergies industrielles. Et l'angle, en fait, de ma présentation, donc quelques éléments que je vais pouvoir vous présenter, c'est surtout qui sont ces parties prenantes impliquées et c'est quoi un peu leurs caractéristiques et leur rôle au sein de ces projets-là. Je vous parle de collaboration. Qu'est-ce que, en fait, la théorie en gestion nous dit sur le sujet? Donc là, on voit pas grand-chose, mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est surtout cet élément-là, ce petit schéma. En fait, il y a trois perspectives à la collaboration. Il y a le volet qui est plus son processus. Il y a la relation qui est établie entre les différents acteurs, mais il y a aussi sa structure. C'est pas grave, je vous montre ça en haut. Donc, en fait, sa structure, ça repose sur des mécanismes de collaboration qui se formalisent grâce à la définition de c'est quoi ce rôle, du travail collectif qui va être fait entre les parties prenantes, des différentes activités qui vont avoir lieu, donc soit par un partage de connaissances, un partage d'informations ou une prise de décision entre les différents acteurs. Et ces activités-là impliquent un objet commun qui va rallier toutes ces parties prenantes-là autour de la collaboration. Ils vont être établis par soit une convergence de leurs besoins, une convergence de leur vision et même de leur volonté. Ça marche, ok. Donc, avant d'entrer un peu dans mes résultats, je vais vous présenter un peu mon cadre méthodologique que j'ai utilisé pour étudier tout ça. Donc, en fait, moi, j'arrive de la maîtrise en environnement. Donc, l'environnement, c'est plus un enjeu qu'une discipline. Donc, j'ai fait appel à une démarche qui est interdisciplinaire en utilisant la discipline de la gestion et de la biologie. J'utilise un paradigme plus interprétativiste. Donc, moi, j'essaie de comprendre et décrire un phénomène. Et en fait, en même temps, je fais appel à l'approche qui est inductive. Donc, mon but, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain et de faire ressortir la théorie à partir de ça. Ainsi qu'une approche qualitative. Et comme je l'ai nommé, ben, ma stratégie, ça va être vraiment l'étude de colonies, donc les projets au Québec de biométhanisation agricole. Alors, j'ai opté vraiment pour trois sources de données. D'abord, j'ai utilisé un peu la documentation pour comprendre la situation au Québec. Je suis allée faire certaines observations de mon participants lors d'événements et j'ai fait certains entretiens semi-dirigés, donc pour un total de 28 entretiens auprès de 5 catégories de participants. Donc, on a les chercheurs, les institutions et villes, les grands acteurs sectoriels, les promoteurs de projets et les producteurs agricoles. En gros, lorsque j'avais toutes mes données, ce que j'ai fait, j'ai codé mes informations à l'aide du logiciel NVivo. Je suis venue comparer et interpréter mes résultats. Donc, mon but, ça a été vraiment de faire ressortir une catégorisation par vision, par participant. Donc, les 5 catégories que je viens de vous nommer,
je suis allée vraiment en fonction de la vision qu'ils avaient, en fonction de plusieurs composantes que je me suis intéressée. Et ensuite, ben, c'était de venir établir c'est quoi les liens plausibles dans toutes ces informations. Donc, de vraiment construire une théorie et de catégoriser au maximum. Et ensuite, j'ai comparé ces résultats-là avec les études publiques. Donc, maintenant, je vais vous présenter quelques résultats préliminaires, donc surtout par rapport aux rôles qui sont attendus des parties prenantes. Donc, ça va être en fonction. Donc, en haut, ce qu'on peut voir, c'est vraiment mes 5 catégories de parties prenantes que je vous ai nommées tout à l'heure. Donc, ça va être vraiment leur vision, leur perception par rapport au rôle. D'abord, le promoteur de projet. Donc, ce qui ressort par rapport au promoteur de projet, c'est que d'abord, il y a 2 types de promoteurs qui ont été nommés. Donc, le promoteur qui est plus technique. Ce promoteur-là, il va avoir en fait plus une expertise technique mise de l'avant au premier plan du projet. Donc, ça va être vraiment l'angle du projet, ça va être l'expertise technique. Alors que le promoteur de projet qui va être collectif, ça va être plus un groupe de personnes qui vont avoir quand même une grande conviction pour ce type de projet-là. Et ça va être des personnes qui vont venir qui vont avoir plein d'expertises différentes, parce que ça va être basé sur une diversité des visions et une complémentarité de leur expertise. Alors, ce qu'on peut voir, la différence entre leurs rôles, c'est vraiment que le promoteur technique, il va avoir simplement un rôle de gestionnaire de projet. Donc, il y a vraiment 2 volets à ce rôle-là. Un volet qui est plus technique de structurer le projet, venir le concevoir, et le volet relationnel qui a été nommé souvent, donc coordonner, c'est qui les parties prenantes qui vont être impliquées dans tout ça, au niveau de la communication entre tous ces acteurs-là. Alors, ce qu'on peut voir entre les 2 types de promoteurs, c'est que les 2, c'est des gestionnaires de projet. Ils vont jouer ce rôle-là. Mais la différence avec le collectif, c'est qu'il va aussi être porteur des réalités des parties prenantes. Ça veut dire qu'il va être capable de comprendre, OK, c'est quoi leur réalité, c'est quoi leurs enjeux, leurs préoccupations, et il va les intégrer au sein du projet. Donc, ce qu'on peut voir avec la vision des autres acteurs par rapport au rôle du promoteur, c'est que les producteurs, ils aimeraient ça avoir, ils ont des attentes pour un promoteur qui va être collectif, mais sans pouvoir vraiment nommer ça va être quoi ses caractéristiques. Les chercheurs vont vraiment avec une vision pour un promoteur collectif, et les institutions, les grands acteurs sectoriels, nomment simplement qu'ils veulent quelqu'un qui va avoir une qualité de gestionnaire de projet. Pour le rôle du producteur, les promoteurs vont dire qu'ils veulent que ce soit des donneurs et receveurs de la matière, qui investissent, qui prennent part des décisions. Ils vont aussi ajouter, en fait, le leader agricole à ces producteurs-là. Donc, qui est ce leader agricole? C'est souvent des producteurs, soit qui sont à la retraite, soit qui sont présents encore, mais qui vont être vraiment connus de tout le monde, sont impliqués dans le milieu, donc ils ont une certaine légitimité, puis ils vont être quand même convaincus par ces projets-là. Donc, ça va, en fait, par le fait qu'ils sont convaincus, ils vont jouer un rôle de facilitateur agricole, ils vont venir convaincre les producteurs de s'impliquer à même le projet. Alors, les producteurs vont nommer également le rôle du leader agricole, mais ils vont aussi dire par rapport à leur propre rôle que pour eux, c'est encore flou qu'est-ce qu'ils doivent faire au sein du projet. Ils peuvent le dire qu'ils vont être donneurs et receveurs de matière, investisseurs, mais ils ne savent vraiment pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, ça va jouer un peu sur leur implication. Pour les autres acteurs, l'information, ça se répète en gros. Pour ce qui est de la participation du gouvernement, il y a 2 échelles à ce gouvernement. Donc, on a le provincial, que les promoteurs nous disent, c'est qu'ils veulent quelqu'un qui va planifier davantage la filière, donc les aider, vulgariser l'information pour qu'il y ait plus d'acceptabilité sociale, bailleurs de fonds, donc qui donnent davantage de financement à ces projets-là. Au niveau municipal, ça va être des facilitateurs financés, régulés, donc la réglementation. Donc, en gros, l'information, ça se répète énormément. Et pour les grands acteurs sectoriels, ce qu'ils vont rajouter, c'est la régie de l'énergie. Donc, c'est les seuls à l'avoir nommé. Et pour eux, c'est des acteurs d'influence. Donc, ils vont vraiment venir, c'est eux qui viennent fixer les conditions pour le prix d'achat du gaz. Et ça vient vraiment mettre les conditions finalement pour la rentabilité du projet. Donc, ils l'ont nommé. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce gros tableau que je viens de vous présenter? D'abord, pour le rôle du promoteur de projet, donc, ce que j'ai nommé, là, c'est qu'il y a certaines attentes pour certaines parties prenantes. C'est d'avoir un promoteur qui est porteur des réalités. Mais ça peut amener certains conflits, le fait que certains promoteurs ne joueront pas ce rôle-là. Donc, on peut le voir, ça va être un conflit avec les producteurs s'ils travaillent avec un promoteur qui est plus
c'est bon, plus technique. Et également pour les chercheurs. Puis ce qui ressort également aussi, c'est qu'il y a un besoin de soutien d'un leader agricole au sein de ces projets-là pour soutenir le promoteur et convaincre les producteurs. Au niveau du rôle du producteur agricole, ce qu'on voit, il y a un consensus donc, par rapport à son rôle. Par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment, il joue un rôle clé au sein de ces projets-là en tant que fournisseur et receveur de la matière. Mais pour eux, il y a un flou par rapport à leur rôle. Donc, vraiment, ça va jouer sur, ils l'ont nommé, ça va jouer sur leur implication. Ils savent pas dans quoi ils s'embarquent. Ça joue aussi sur la confiance. Donc, s'ils s'embarquent dans le projet, ben, s'ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils doivent faire, ça va jouer sur la confiance comme envers les autres acteurs. Et ben, on voit en ce moment qu'il y a un partage de l'information qui est manquant. Et on peut se demander aussi, est-ce qu'ils sont vraiment pris en charge au sein de ces projets? Donc, ça, c'est des questions que je me pose actuellement. Au niveau du rôle de l'expert technique, donc, on voit qu'il y a énormément de types d'expertise technique qui sont demandés dans ces projets. Donc, autre, ici, on parle de chimistes, on parle de biologistes, de logisticiens, en tout cas. Et ces personnes-là vont être plus au niveau de la conception, du développement des projets. Sinon, il y a les agronomes qui sont également nommés comme vulgarisateurs par presque tout l'ensemble des parties prenantes. Et ils joueraient en fait un rôle de vulgariser l'information auprès des producteurs, donc vraiment leur expliquer l'information. Mais en ce moment, ce qui est nommé, c'est qu'ils ne sont pas présents dans la filière. Donc ça aussi, ça va avoir quand même un impact sur les projets. Sinon, ben, il y a le rôle d'énergie. Ce qu'on peut voir, c'est que son rôle est différent en fonction de chaque acteur. Donc, il n'y a pas une entente par rapport au rôle d'énergie. Pour les chercheurs, on voit aussi que les informations sont différentes en fonction quand même de chaque acteur. Donc, pour les promoteurs, c'est du soutien technique, mais pour eux, la contribution n'est pas nécessairement essentielle. Pour les producteurs agricoles, rôle flou, ils pensent qu'ils peuvent apporter des résultats concrets, parce que c'est ça qu'ils veulent en ce moment, les producteurs, mais ils ne sont pas trop certains de ce qu'ils peuvent faire en plus. Pour les villes, ben, on est dans vulgariser l'information. Et les grands acteurs sectoriels, on est dans le soutien technique de l'innovation. Ce qui va vraiment être différent des autres acteurs, c'est le chercheur, qu'est-ce qu'il dit lui par rapport à son rôle. Il va vraiment faire une distinction en fonction des disciplines desquelles il vient. Donc, il peut amener un soutien relationnel, donc au sein des projets, venir mettre en relation, aider à comprendre mieux le territoire qui a intégré le projet. Sinon, ben, s'il vient des sciences naturelles, on est plus dans le soutien technique et de l'innovation. Et finalement, les regroupements, on parle ici, donc pour les promoteurs, il y a les organisations non gouvernementales qui peuvent aider à conseiller, les promoteurs notamment. Et finalement, ben, on a l'UPE qui est nommé comme étant représentant des intérêts agricoles. Ce qu'ils peuvent faire, c'est également du référencement. Pour les producteurs, on est beaucoup dans qui ont besoin de soutien dans ces projets-là, besoin d'informations. Donc, ça va être beaucoup ça qui va ressortir. Influenceurs, diffuseurs d'informations, aide à la décision. La coop Solio aussi a été nommée. Alors, pour le reste, ça se répète. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ce tableau, en fait, pour le rôle des experts techniques? Bon, on a besoin d'une grande diversité d'expertise technique. Pour les agronomes, je l'ai nommé, qui sont absents en ce moment, ce que ça va faire, c'est que c'est un risque pour l'implication parce que leur rôle qui jouerait, ce serait des vulgarisateurs pour les producteurs agricoles. Donc, ça va avoir un impact pour les projets. Au niveau du rôle du chercheur, pour le moment, ce qui est nommé, c'est flou, c'est complexe ce qu'ils peuvent apporter. C'est axé sur l'innovation souvent et le soutien technique. Parfait. Alors que pour les chercheurs, ben, on voit qu'il y a quand même une plus grande contribution que ce qui est perçu par les autres acteurs. Alors, à ce niveau-là, il n'y a pas nécessairement de reconnaissance de leur rôle. Donc, pour conclure, en fait, tout ce que j'ai dit, là, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'en ce moment, on voit qu'il n'y a pas d'entente. Les attentes, ils ne sont pas les mêmes, en fait, par rapport à chaque acteur. Et si on revient au petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure, ce que ça fait, en fait, c'est qu'on voit le rôle et les responsabilités, la définition du rôle et des responsabilités. Ça vient agir directement sur la structure des projets, sur la structure de cette collaboration-là. Donc, c'est un enjeu. Puis ça vient influencer tout ce qui est l'implication, la confiance que les acteurs ont envers le projet, les différents acteurs,
le besoin qui est mis de l'avant, en fait, par ces données-là, c'est vraiment, il y a un besoin de... C'est correct. Un besoin de reconnaissance de la contribution de chaque acteur. Il faut qu'il y ait un meilleur partage de l'information parce que clairement, c'est manquant actuellement et il faut clarifier les rôles auprès de chaque acteur pour qu'on ait convergence de toutes ces attentes. Alors, voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions pour Sarah-Jeanne? Quel expert technique peut être aussi le manufacturier du méthaniseur, par exemple? Manufacturier, donc celui qui va construire. Oui, il en fait partie. Oui, j'ai mis autre. C'est juste que je n'avais pas vraiment l'essence, mais il en fait partie. Parce que dans ce cas-là, il peut être en conflit d'intérêt, même pour des relations pour l'exploitant. Parce que lui, il pose sa technologie en tant que Ben, des fois, ça peut être le promoteur de projet. Tous les projets sont vraiment différents, sont démarrés de différentes façons, mais des fois, ça peut être quand même le promoteur. Des fois, c'est vraiment ça va être avant. Donc, tout ça, ça rend vraiment le fonctionnement en tous ces acteurs-là complexe, puis tu ajoutes des acteurs. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, en fait, j'en ai rajouté. Raphaël? Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Travail. Je me souviens d'un projet en Pays-Bas sur plus spécifiquement avec chercheurs et une municipalité. Et là, ils ont aussi regardé les différents rôles et leur conclusion a été un peu, OK, on peut dire c'est flou, mais en même temps, c'est aussi un enjeu de pouvoir. Donc, c'est pas forcément qu'ils ne sont pas pensés, mais il y a des vrais conflits derrière qui sont liés à des différentes positions de pouvoir et aussi de propriété, si on parle de biologie, qui est le propriétaire du terrain, de différentes choses. Je crois que ça pourrait être intéressant peut-être de regarder le flou aussi avec cette perspective de il y a quelque chose derrière le flou. C'est intéressant. Moi, j'aimerais. Ah, Sophie. Ah, pardon, il y avait Marc. Laisse la place à Sophie. Merci. Ah, Merci pour la présentation, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire et puis des fonds à faire avec les différentes littératures. Moi, je me posais la question, du coup, pour bien comprendre, est-ce que c'est un seul cas ou est-ce que c'est plusieurs projets où tu es allé voir les porteurs de projets? Du coup, j'ai pas oui, j'ai bien compris si c'est un cas et plusieurs projets différents où tu as étudié de la même manière. Je me posais aussi la question, le chercheur, en fait, c'est un chercheur dans quelle discipline? Parce que du coup, je crois qu'il y avait 6 chercheurs dans ta liste d'interviews et du coup, est-ce que c'est toujours la même discipline ou c'est des disciplines différentes? Et du coup, si c'est des projets différents, c'est la même discipline. Et puis après, si tu peux nous en dire plus un peu sur le type d'entretien. Qu'est-ce que tu as posé en fait comme question et combien de temps ils ont duré, à quel point ils se sont vraiment livrés sur ce qu'ils pensaient vraiment? Et puis là, je rejoins un peu le commentaire de Raphaël. Est-ce qu'ils sont allés assez loin ou sur cette perception des rôles? Alors, pour la première question, en fait, à la base, mon objectif, c'était vraiment d'aller avec plus de projets différents. En ce moment, ce qui se passe, c'est que les projets sont tous arrêtés. Donc, ça rend vraiment difficile de parler en fait aux acteurs parce que tout le processus il est en marche, mais il est arrêté. Donc, j'avais pas assez de personnes à qui parler à ce moment-là. Puis, je ne pouvais pas venir faire de comparaison. Donc, ce que j'ai pris comme décision, c'est de vraiment y aller avec tous les projets qui sont, ben, pas tous, mais plusieurs. En fait, mon cas étant tous les projets au Québec de biométhanisation agricole. OK. Donc, essayer d'avoir différentes visions en fonction du territoire. La deuxième question. La deuxième question, c'était les chercheurs. Qui sont les chercheurs? Les 6 chercheurs. En fait, là, comment j'ai fonctionné, je suis vraiment allée par effet de boule de neige. Donc, j'ai commencé par certains acteurs à qui j'ai parlé, puis je suis allée vraiment par le référencement. Donc, si on me nommait comme acteurs qui sont impliqués dans la filière, comme je n'étais pas avec un projet en particulier, j'y avais plein. C'était vraiment ceux qui sont les plus présents. Et je te dirais qu'en grande majorité, c'est des sciences naturelles, ils viennent des sciences naturelles, donc plus dans les laboratoires, parce que c'est souvent eux qui sont impliqués. Donc, en gros, c'est pas mal mes chercheurs. Pour le guide d'entretien, en fait, mes questions, c'était vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces projets, quelle est l'information dont ils disposaient,
quel était le rôle qu'ils pensaient qu'ils allaient jouer au sein. Donc, il y avait vraiment plusieurs. Je suis allée beaucoup avec mon cadre conceptuel, donc les informations que j'avais, quelles étaient un peu l'étendue des informations que je pouvais leur poser. C'est ça. Puis de comprendre un peu comment ça s'était déroulé, ce démarrage-là des projets. Alors, je sais plus. On va voir les questions encore un peu. Merci beaucoup, Stéphane. Marc, et ensuite. Oui, rapidement, parce que Raphaël, c'était à peu près la même question que j'avais. Premièrement, c'est super intéressant, vraiment. Puis ça mérite, c'est important ça, parce que dans le projet, il y a de l'humain, puis il se passe beaucoup de choses avec ces personnes-là. Donc, je me demandais effectivement comment tu voyais ce flou. Qu'est-ce qui était derrière le flou? Je ne sais pas toi si tu avais une opinion. Effectivement, il y a des enjeux de pouvoir clairement, politiques certainement aussi. Il y a peut-être des enjeux même économiques ou autres derrière. Je voudrais t'entendre si toi, tu avais perçu quelque chose. Et quelle suite tu penses, une fois qu'on constate ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que tu aurais des idées qui t'ont émergé quand tu as regardé ça? Tu sais, des choses à changer dans la façon de faire le peu. Ben, pour le moment, ce que j'observe énormément, c'est un manque de communication. Puis je pense que tous les enjeux, puis c'est vraiment beaucoup lié au contexte actuellement, là, ces projets-là sont financés en grande majorité par le gouvernement. Donc, il y a comme plein d'embûches qui font que le projet est continuellement en arrêt, il se recommence. Donc, il y a eu plein d'impacts comme ça. Alors, j'ai l'impression que l'humain a comme été délaissé dans le processus. Pour expliquer le flou, je dirais que c'est beaucoup, puis ça a été vraiment nommé, ils sont délaissés, les producteurs. Donc, ils sont au cœur de ces projets-là, mais toutes les étapes que ça demande, bâtir ce projet-là, le concevoir, c'est beaucoup d'étapes. Donc, j'ai l'impression que c'est toujours l'humain qui finit par comme être mis de côté, lorsque c'est les producteurs. Les producteurs ont énormément besoin qu'on leur partage l'information. Ils n'ont pas toujours des connaissances par rapport à comment ça fonctionne. Puis ça, ce partage-là ne se fait pas toujours. Alors, c'est comme, j'ai l'impression que c'est énormément de facteurs qui viennent influencer ce flou. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, est-ce que tu vois un enjeu de bureaucratie, disons, ou un enjeu qui a un acteur, mettons l'acteur technique, qui prend vraiment un peu le lead, mais qui délaisse les autres acteurs? Est-ce que c'est un peu de ça que tu es en train de parler? En fait, oui et non. Je dirais que c'est beaucoup. Les producteurs sont mal compris. Puis c'est un peu un élément que moi-même. Exactement, mais en fait, moi je m'en suis rendu compte aussi en allant à leur rencontre parce que je ne l'ai pas nommé, mais c'est extrêmement difficile de parler avec un producteur actuel. Mais c'est tellement enrichissant parce que c'est vraiment pas conventionnel comme entretien. En fait, tu les appelles au téléphone, souvent ça marche pas par courriel, tu les appelles, c'est tout de suite ou c'est dans OK, rappelle-moi à ce moment-là, peut-être que je vais pouvoir te parler. Donc, il y en a, je les ai rappelés 5 fois. C'est tout de suite là, que tu leur parles, tu leur poses tes questions, c'est une belle conversation. Ils pensent qu'ils n'ont pas d'informations à te fournir, puis finalement, ils te parlent pendant 2 heures. Donc, ils ont énormément d'informations qui sont sous-estimées là-dedans. Alors, je crois que c'est beaucoup une perception de peut-être qu'ils sont mal compris. Alors, peut-être l'information, finalement, leur est pas suffisamment partagée parce qu'ils pensent qu'ils vont pas comprendre ou que, je vais seulement leur dire ça. C'est des entrepreneurs également, donc ils ont besoin d'avoir des faits sur lesquels ils vont, ils basent tout par la suite leur production là-dessus. Là, ils vont donner leur fumier qu'ils utilisent dans un projet comme ça, donc ils vont en avoir de besoin par la suite. Donc, je pense que c'est plein il y a plein de raisons pour lesquelles il y a ce flou-là. Là, c'est sûr qu'en ce moment, j'ai juste parlé des rôles, mais il y a énormément d'autres éléments que je veux parler, que j'ai pas eu le temps d'analyser encore, bien sûr, mais c'est à venir. Super, merci, très intéressant. Merci. Et Dia? Justement, ça rejoint un petit peu ça. On voit que la communication est très importante dans ce que je propose. Alors, on a présenté un référentiel de compétences pour mener un projet de communication. Soit on lance un projet un référentiel de communication ou alors ajouter des composantes parce que la communication dans tout projet, que ce soit dans l'économie circulaire, dans un projet standard, dans un projet
d'innovation, la communication est importante, on ne lui accorde pas suffisamment d'importance. Parce que c'est elle le facteur de réussite ou d'échec de tout projet. Oui, je suis très d'accord. Oui, Anne-Marie. J'ai envie de réagir parce que c'est vraiment intéressant ce que vous dites. Puis, ce qui est fascinant dans l'étude que Sarah-Jeanne a faite, c'est de voir qu'en fait, l'enjeu est de communication, mais pas comme on l'entend traditionnellement. Parce que c'est pas qu'on n'essaie pas de rejoindre dans le cas des agriculteurs, là, parce qu'il y a un nœud là, clairement. Et c'est qu'on communique dans les façons dont on pense que tout le monde communique aujourd'hui, par des courriels, par des rencontres Zoom, par des textos. Alors, il y a ça comme première barrière. Il y a aussi une barrière culturelle, je dirais, dans le sens, puis on a fait l'expérience, parce que là, Sarah-Jeanne travaille sur une tranche de ce projet-là, puis dans une autre tranche qu'on a fait, il y a Philippe Constant, qui est chercheur à l'INRS, qui est un collaborateur, puis il essayait de rejoindre les agriculteurs. Il a organisé une belle soirée de consultation, puis il attendait les agriculteurs. Il y était 3 chercheurs avec leur cerveau, leur beau PowerPoint. Il y a 3 agriculteurs qui sont venus, ils se sont mis en arrière, ils avaient l'air fâchés, les bras croisés, mais en réalité, ils s'étaient intimidés. Parce que c'est pas leur univers, ça, un PowerPoint des chercheurs. Sarah-Jeanne se présentait en disant, moi, je suis une chercheur à la maîtrise. Il disait, hey, moi, j'ai pas de diplôme, je serais pas capable de répondre à tes questions. Alors, on a fait l'exercice suite à cette expérience-là avec Philippe. Puis j'ai dit à Philippe, pourquoi tu vas pas les voir dans leur ferme, puis marche avec eux autres, puis ils vont te parler. Puis ça a été incroyable, parce que ça lui a ouvert comme porte sur ce volet-là. Fait que ça nous oblige à sortir de nos cadres de référence traditionnels de la communication. Puis ce qu'on observe là avec le monde agricole, on peut penser qu'en économie circulaire, ça se rencontre avec le monde de la construction, avec probablement un paquet d'autres secteurs d'activité où on n'est pas des professionnels assis devant un ordinateur qui font des 3 heures de réunion. Fait que ça, c'est intéressant. Puis, pour vos questions sur le flou, Sarah nous a présenté un tout petit peu de son cadre conceptuel aujourd'hui, mais il y a effectivement des enjeux liés à la recherche de terrain, à la réglementation qui est en place. Il y a des enjeux financiers, il y a des gros joueurs qui sont derrière ça, qui regardent ce qui se passe. On a nommé Énergie, il y a Waste Management qui sont impliqués dans ça. Fait qu'il y a aussi toute une dynamique qui va être découverte davantage avec la dimension structurelle aussi. D'autres questions? Alors, dans ce cas-là, maintenant, merci à Sarah-Jeanne.